Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bienvenue à tous, ils font l'actu, ils la font briller. Un plateau d'étoiles ce soir, on a beaucoup de chance et nous sommes là pour leur donner la parole et découvrir leur univers avec l'Aude au Dauphiné qui revient sur les planches avec une nouvelle comédie bien de chez nous. Il s'exprime sur les planches mais pour y combattre dans le royaume grenoblois du MMA, Kingdom Fighting. Et du tempérament mais de la douceur et surtout un amour illimité pour le violon, tantôt classique, tantôt rock, tantôt électro-acoustique. Bonsoir Gérard Tampia. Bonsoir. Gérard Tampia-Bonda, vous êtes, on peut le dire, un des tout meilleurs violonistes de votre génération et donc de la planète. On n'a pas peur des mots ici ce soir, on vous a promis des étoiles. Vous avez donc parcouru ce monde avant de revenir ici au Bercail et de vous exprimer librement et explorer ce qui vous plaît. On vous découvre dans un petit instant. Bonsoir Asdine Miaoui. Bonsoir. On est très heureux, ancien champion du monde de full contact, donc de boxe pied-point. Et vous êtes le gérant de Kingdom Fighting, donc une salle dédiée au MMA. Alors sans l'accent, c'est le mixed Martial art. martial art. Mixed martial art en plein boom, justement, après avoir été interdit pendant des années. On va savoir pourquoi et on va tout découvrir avec vous dans un instant. Et bonsoir Serge Papagali. Bonsoir à tous. Alors, et toutes. comment il va, comme on dit chez nous? Il fait aller, il survit au fil du temps. La vie est un peu du MMA également. Il faut savoir combattre au sol, debout. J'essaye un peu de parer les coups de l'existence. Et puis voilà, je suis plus à l'aise debout quand même qu'au sol. Bon, on en parlera après. MMA aime à vous avoir Mais ici ce soir, aimez-moi, d'ailleurs, aimez-toi, bien on sûr. s'aime, on s'aime. Et voilà, le plus grand ambassadeur du Dauphiné et des Dauphinois sur les planches de retour. Il a été aussi sur le petit écran et même sur le grand écran, donc dans tous les formats possibles. On vous retrouve donc cette fois-ci sur la scène avec une nouvelle tournée. Les planches, c'est votre terrain d'expression préféré ? Ah oui, avec les restaurants, oui, je pense que les restaurants et les planches... en fait, quand il faut des planches, la table, il faut une scène, il faut la table, il faut quelque chose. Ben oui, c'est plus qu'un métier, c'est une raison d'être, une raison de vivre. Donc, c'est intéressant d'échanger avec les gens, de rire. Moi qui ai choisi le rire comme spécialité, je n'ai pas choisi d'ailleurs, c'est elle qui m'a choisi. Donc, je pense que par les temps qui courent, il est nécessaire, il est urgentissime, n'est-ce pas, de rigoler et puis d'écouter de la musique, de se défouler en faisant de la boxe. Enfin, un petit peu pour pas faire des bêtises ailleurs. Oui, donc oui, la bien scène sûr. pour moi est indispensable. Oui, vous avez 75 ans, Oui. on peut le dire, hein? Et toutes mes dents, Oui, on peut le c'est dire, ça. ouais. Comme quoi, rire, ça fait du bien, ça entretient. C'est nécessaire, c'est un bon exutoire. Oui. C'est ça. Et c'est la 73e pièce? Alors c'est même la 18e que j'écris, que je joue, c'est plus que ça. Oui, bien c'est sûr, plus que mais ça. j'écris, Non, mais à c'est la l'écriture. 60, allez, on va dire 75, j'ai plus compté. 75, Allez, je crois, 75 ans, 75 c'est ça, oui. pièces, ça fait Ça une par commence à an, faire, ouais. finalement, si on compte bien. Et elle s'appelle Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant, vous l'avez presque bien dit. Pardon, maintenant. Maintenant, Maintenant, parfait. voilà. Mon grand-père disait ça suffit maintenant. Et donc c'est la famille Modru qui revient sur planche, bien sûr. Vous alliez le dire peut-être. Non, pas du tout, on vous écoute. La famille Modru qui revient, ceux qui l'ont vu naître en 95, 94, je me souviens plus, au 145, on avait créé le Dauphinois libéré, les petits paysans de moyenne montagne, là-bas, qui essaient de survivre face au monde qui les agresse. Donc depuis, ça continue, voilà, on en voit un bout, ça continue, ça persévère, c'est le 8e opus, je crois, en 25 ans. C'est ça. Même plus. C'est le 8e opus. C'est ça, il croque le monde paysan dauphinois et le public le déguste. Hein. Elle avance avec son temps, cette famille, elle dépeint les clichés des agriculteurs face à la modernité, pour résumer. En gros, c'est ça, surtout que moi j'interprète bien sûr le rôle du vieux. Maintenant, c'est le rôle qui me convient le mieux. En plus, c'est un clin d'œil à ma famille, à celle de ma femme, voilà, qui étaient tous des petits paysans d'après-guerre, ceux qui ont nourri la France un petit peu comme ça, dans les fermes de 5, 10, 7 hectares maximum, pas les gros céréaliers de 4000 hectares. Comme il dit, Père Modru, souvent, on n'a pas 5000 hectares à plat, on en a 7 en pente. Donc voilà, chacun survit comme il peut. C'était le nom de votre film, ça, hein? Pardon? C'était le nom de votre film. Dans le film, c'était « Mais il va où le monde Oui. Ou 7 hectares en pente ?» C'est ça. Le monde est aussi un peu en pente actuellement, je crois. Donc voilà, c'est une métaphore du monde. Et puis
c'est le plaisir, la tendresse que j'ai pour ce monde des agriculteurs. Alors j'en parle. On parle de sujets graves, à l'italienne un peu, comme dans le cinéma italien, mais d'une façon drôle et comique, bien évidemment, c'est le principe de base. Sinon, c'est mon exutoire. Sinon, si on se met à parler sérieusement de choses très graves, ça va devenir, on en parle déjà assez à la télé comme ça, dans certaines, pas ici, pas chez vous, bien sûr, mais On peut en dans parler certaines aussi, autres mais télévisions nationales. justement, on est là pour le débrider, On est ce là pour monde un rire, peu ouais. qui est assez grave et assez dur pour qu'on puisse enfin en rire. Absolument. Pour comprendre, on va essayer de les comprendre, les mots de rue. Pour ceux qui ne sont pas encore allés les voir sur scène et qui ont décidément beaucoup de retard, il faut regarder alors un des épisodes de 2010, à peu près. Oui, mais là c'est qui se retrouve dans le spectacle d'aujourd'hui, parce Voilà. qu'il y a un petit côté best-of que j'avais, parce que ça va être le dernier. Eh ben, c'est ça, on retrouve la rave, la rave. Hein. Ah, voilà, c'est la rave, une ah, rave ouais, allait ouais. envahir leur terrain. Et il y avait les pour et les contre. C'est le fils qui a loué le terrain pour faire une rave party. C'est ça, on Sans les que le père le écoute. sache. On les écoute. Mais faut pas se fier aux apparences. Non. Ils sont gentils. Oui. Puis je les surveillerai. Tu les surveilleras? Pauvre basure. Ils sont au moins 40. Bravo. Et s'ils violent ta mère? Oh mon Dieu! Et vous? Tiens. Ça m'étonnerait, hein? Attends, mais pourquoi? Ce serait pas possible, ça? Attendez, Non, mais attendez, là, on va pas y arriver, là. ils prennent de la drogue, hein? Après, ils savent plus ce qu'ils font, attends. Mon Dieu, après ils viennent n'importe quoi! N'importe quoi. Non, mais attendez, on n'est pas à Paris, là, on est dans le Dauphiné. Et alors? On est peut-être trop bassus pour vendre de la drogue chez nous, attends. Vous vous engueulez même à propos de la drogue, quoi. Ah oui. Absolument, Bah, oui, bien sûr. le père Mondru, il se drogue à la chartreuse, donc c'est autre chose, hein, c'est un autre principe, c'est un autre truc, oui. Mais c'est drôle et c'est moqueur, c'est aussi une déclaration d'amour, une déclaration Ah, tendre c'est à surtout ça. à ce monde que vous affectionnez tellement. Vous qui avez grandi en ville, à Grenoble. Oui, j'ai grandi en ville, d'origine italienne, donc effectivement, Gênes a priori, ça n'a rien à voir, oui, je suis plutôt génois, donc, mais bon, voilà, il se trouve que j'ai aussi une partie de ma famille, mon grand-père était mathaisin, éleveur de moutons, et la famille de ma femme, qui est vers Lyon, Saint-Chef, étaient des petits paysans comme cela, en bleu de chauve toute la journée, enfin bon, c'est vraiment, je pense, plus à lui même d'ailleurs qu'à mon grand-père, qui était un peu différent. Il était comme ça, il avait quelques vaches, et il a essayé de survivre, je veux dire, face à, comme dit le Père Mondru, à la mondialisation qui devient mondiale. Parce que pour lui, c'est très important, voilà. Mais c'est pour parler d'un mode de vie ancien. Il y en a encore qui vivent comme ça, hein, il y en a quelques-uns. Et puis surtout pour parler aussi de tous ces jeunes qui reprennent, il y a le retour à la terre, etc. Voilà. Alors, entre un spectacle de rock, un western que je viens de faire, un péplum, du stand-up où on parle d'autre chose, on chante, on fait plus de rock'n'roll, des choses comme ça, de temps en temps, je reviens à ma famille Mondru pour le dernier opus, certainement. Avec leurs mouchoirs, vous les aimez bien, les mouchoirs, les torchons, le avec mouchoir tout de mon cela. grand-père, voilà. Le mouchoir de mon grand-père, voilà. Mon grand-père avait un nappe de table pour mouchoir. Et, Il se mouchait et il essuyait ses lunettes après, il s'essuyait lui-même. Enfin voilà, il essuyait ses lunettes après, toujours après s'être mouché. ah, vous n'inventez rien. Hein, Mon grand-père, c'était ça. Voilà. Et l'autre aussi, d'ailleurs. On fait ça en couple, bien sûr. La comédienne lyonnaise qui joue ma femme, hein, et elle représente ma tante. J'avais une tante qui s'appelait Louise, qui était avec cette petite robe à fleurs toute la journée. Elle vivait comme ça. Je les ai connus étant jeune. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui leur arrive Cette fois-ci, ils essaient de se protéger du monde avec une barricade, on peut comprendre. J'ai écrit la pièce il y a 1 an, donc je n'avais pas prévu que ça soit autant d'actualité aujourd'hui. Vous aviez parlé de Poutine déjà, vous l'aviez écrit. Il y a un moment donné, je dis entre le virus et le vieux russe, bon voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, bon. On parlait de Poutine, effectivement, et ils font une barricade pour se protéger du monde qui les agresse. Seulement, la barricade, elle est en cajot, avec des vieux cajots de patates, donc c'est une barricade éphémère, je crois, comme toutes celles qu'on se met d'ailleurs. Pour nous, on essaie tous de se protéger un peu du monde avec des barricades. Alors eux, voilà, c'est une métaphore, c'est la barricade qui va être démontée au milieu du spectacle, je vous rassure, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Et puis voilà, mais ils essayent, c'est une lutte contre le monde qui les agresse, ce qu'on ressent tous plus ou moins un petit peu maintenant quand même. Mais vous l'avez réécrit, ce scénario? Très peu, scénario il y a même une scène pièce sur les EHPAD, la maltraitance dans les EHPAD, je le jure sur la tête de ma chienne. Il y a un chihuahua qui joue dans la pièce également. Oui, tout à fait. J'ai toujours des chiens de combat, moi, c'est toujours des choses un peu... Voilà. Je jure que j'ai écrit ça bien avant qu'il y ait eu dans la presse ces problèmes sur les maltraitances. Alors moi, c'est une maltraitance comique parce que la nana, elle fuit les pattes parce qu'il n'y a pas de pinard à table, il n'y a pas l'agneau de l'après-midi. Donc
Mais Oui. j'en parle quand même, mais d'une façon à l'italienne, quoi, d'une façon comique, à la dauphinoise à l'italienne. Voilà, vu de chez eux. Rions des souffrances, rions des choses dramatiques pour essayer de s'en sortir. Quoi. Ouais, justement, vous demandiez, mais il va où le monde je crois que c'était en 2011. Je vous repose pas la question. En 2011, vous voyez, il continue d'y aller. Voilà. Je sais pas trop où. On vous la repose pas la question. Alors, autant votre pièce s'appelle Ça suffit maintenant. Oui. C'est la dernière? Absolument, c'est la dernière de la famille Maudru. De la famille Maudru. On va tourner jusqu'à fin 23 quand même, hein, logiquement. Donc bon, jusqu'à fin 23... Elle va aller un peu partout. Je dis Inch'Allah, parce qu'on ne sait pas. Et à un moment donné, il y en a d'autres qui vont décider pour nous. Je ne sais pas où on va aller. Je sais pas où on va aller. En tout cas, elle a bien marché à l'Agora de Saint-Imier déjà, où ça a été les premières représentations. Les gens sont là, même s'il y en a qui ont encore un peu peur de sortir. Ils ont peur de je ne sais pas quoi. Ils ont peur de peut-être que Poutine arrive dans le Vercors, j'en sais rien. Bon... En tout cas, on va essayer de continuer à cette tournée jusqu'à fin 23, et ça sera la dernière de la famille Maudru, je précise. J'ai d'autres choses après. On va tourner 2-3 films, on va voir, on va faire des choses. Ah, alors voilà. De toute façon, moi, je vais mourir sur scène, ça va faire de la pub. Hein. Oui, on a encore un peu le temps, comme on disait, le plus tard possible, disait l'autre. Alors, on redit, ça suffit maintenant, elle s'appelle. On vous a découvert l'an dernier. Alors, au contraire, avec Premier Volet, c'était le nom du film de Kaamelott. Il y en aura d'autres ? Il y aura le deuxième, il y aura le troisième. Je ne sais pas si on sera dedans, je ne sais pas, on est dans d'autres choses actuellement. Vous savez, ça fait 15 ans qu'on camelotise. Donc maintenant, voilà, je suis à la place. Peut-être qu'il va appeler De Niro et Al Pacino pour faire les paysans, je ne sais pas. Un nouveau type de paysan, quoi, différent. On ne sait pas. Alors, autant moi qui date des années 70, déjà, je vous ai découvert sur les affiches quand on était petit, c'était Castaldo et Papagali à l'époque. Tout le monde me dit actuellement qu'on a découvert quand il était petit. Alors, bien sûr. Dans la réponse, dites-le moi tout de suite. Au contraire, c'est un secret de longévité. On vous aviez vu aussi chez Drucker, partout. Mais je vous embrasse. Effectivement, notre ami Alexandre Astier et Kaamelott, franchement, qui vous a aussi propulsé dans le cœur des plus jeunes générations aujourd'hui avec Get Knock. On a tourné 5 ans avec lui, et puis ça passe en boucle depuis 15 ans pratiquement. Donc bon, effectivement, ça commence à faire. Allez, on va le voir, Get Knock avec le ami paysan. Gilles Pablo, avec qui je vais tourner un film, tiens, cet été. Le paysan qui l'a toujours ouverte, regardez. Cyrano, à la volette, Cyrano, à la volette, Cyrano. Non. À la santé, les viticulteurs de montagne. J'ai les nerfs qui commencent à briller. Je vous montre. Hein. Moi, je bondis comme ça. Là. Après, je vous arrive dessus en piqué diagonale. Et là, c'est l'hymne à la cruauté, attention. Hein. Un hôtel de récé au culte de la barbarie. Sous prétexte de nourrir le bourgeois, on travaille 20 heures par jour. On passe notre vie à se geler les meules. Les pieds dans la bouse du matin au soir. À force de trimballer des machins, on se retrouve à 25 ans, déjà à moitié déglingué. On y gagne quoi? C'est une honte! Révolte! Allez, elles sont là, les barricades des paysans. Ben voilà, en fin de compte, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. On continue à faire des barricades pour se protéger des agressions du monde. Voilà, c'est comme ça. On est très fiers, nous, en tout cas. Mais en fait, pardon. On est très fiers, on est très heureux. On adore vous y voir. Je suis moi-même très fier de moi. C'est pas vrai, en fait, non. J'aurais aimé faire des tas d'autres choses, mais bon, j'aurais peut-être pas le temps, on verra bien. Hein. Dans 20 ans, je reviendrai vous voir pour une dernière émission. J'espère qu'on sera toujours là. Vous, oui, mais alors nous, on l'espère, bien évidemment. On touche du bois. En tout cas, on est bien ici, avec plein de jeunes autour de nous, ici, sur ce plateau, et avec aussi donc, le jeune public qui vous suit. Vous vivez avec votre temps. On va faire une découverte. C'est nouveau, c'est à Grenoble. Vous avez déjà entendu parler des MMA? Ah oui, moi je regarde ça depuis avant, même quand c'était interdit. J'ai une chaîne de sport de combat, j'adore les sports de combat, contrairement à ce que mes personnages pourraient laisser croire. Et j'ai toujours... La boxe, déjà, j'adore la boxe. Pied-point, beaucoup. Et MMA, bon, c'est parfois un petit peu plus dur, mais je suis depuis longtemps les McGregor, enfin, même les grandes gueules du MMA, etc., mais quand même des grands champions. Ah, parce que pour moi, MMA, c'était... zéro blabla, zéro tracas. Alors, zéro tracas. Non, il y a beaucoup de tracas. Voilà, il vaut mieux ne pas forcément aller dans cette compagnie d'assurance quand on pratique les MMA. Il va en avoir des tracas. Asdin Miaoui, Mixed Martial Art, c'est ça. C'est donc la spécialité de la salle que vous avez ouverte à Grenoble, Kingdom Fighting. Vous-même êtes champion du monde de full contact, c'est de la boxe pied-point, champion du monde, champion d'Europe. On a raconté d'ailleurs sur Télé Grenoble il y a une quinzaine d'années déjà vos exploits. C'est pour ça que ces images sont un peu anciennes. Vous n'avez pas changé. Ça, c'est la boxe pied-point, c'est le full contact. Full contact, exact. Voilà, mais déjà, alors c'est pas forcément violent, c'est un peu dangereux quand même, non ?
Dangereux, oui, non, hein, un peu dangereux, oui, parce que personne n'est fait pour prendre des coups dans la tête, mais on est préparé pour. Donc du coup, chaque sport a sa préparation voilà, physique, mentale et puis voilà. Moi j'ai choisi le full contact parce que j'ai commencé par le karaté au départ. Donc, et puis du coup, je voulais un peu plus de contact. Donc à mon époque, c'était le full contact qui était à la mode et qui était à la page. Donc j'ai excellé là-dedans. D'accord. Et c'est là-dessus qu'il fallait vous exprimer avec les poings, avec les pieds. Donc c'était un sport qui était très complet. Voilà, qui était très très complet à l'époque. La souplesse aussi. Voilà. Et puis après, il y a eu le kickboxing, le K1. Et puis il y a des sports de combat. Ils ont évolué. Ils évoluent très très vite. Et puis il faut évoluer avec. Donc c'est pour ça que je suis passé par plusieurs phases, par plusieurs disciplines pour pouvoir ouvrir une structure de MMA aujourd'hui. Voilà, et passionné de tous les arts martiaux. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a conduit au MMA ? Qu'est-ce qui m'a conduit au MMA Est-ce que c'est particulier ? Aujourd'hui, le sportif de haut niveau, hein, que ce soit en boxe ou que ce soit en pied-point, a envie de prouver, de se mesurer et de voir jusqu'à où il peut aller donc, dans son domaine. Donc en fait, le MMA, c'est ce qui a rassemblé toutes les disciplines. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire... Il y avait des oppositions de style avant. Donc il y avait le karaté contre la boxe contre le jiu-jitsu, etc. Chacun préférait une discipline, mais en fait... Si la lutte aussi, la boxe... la lutte, et puis derrière, en fait, le MMA, en fait, il a rassemblé toutes ces disciplines. Hein. Aujourd'hui, dans le MMA, c'est devenu en fait une discipline à part entière. Donc voilà, une discipline qui regroupe la lutte, qui regroupe la boxe, pied-point, le grappling, et puis voilà, 4 disciplines au moins. Oui, alors pour la réglementer... Voilà. Donc on ne peut pas dire, moi je suis meilleur que toi, donc celui qui veut s'affronter avec une discipline, il va au MMA, donc il a intérêt d'être complet, le plus complet possible. Donc des règles, des disciplines, aussi une image. C'est pas ce qui est plus facile à avoir, notamment quand on est un petit peu sensible. Donc éloigner les personnes les plus sensibles. Les MMA, c'est souvent, et c'est associé à la violence. C'est pour ça que ça a été interdit. Là, on est vraiment dans les chaos. Ce sont des images qui datent ce sont des grands championnats qui datent de septembre 2022. Il y a nécessairement cette grande violence dans la pratique du MMA. Avant de parler de violence, en fait, il faut parler d'art. En premier, il faut comprendre en fait celui qui va fighter à haut niveau. Donc en fait, il a choisi le MMA parce que ça devient son boulot, parce qu'il doit être parfait dans toutes les disciplines qui regroupent, qui font le MMA. Violence, oui, il y a peut-être un peu de violence, mais on est préparé pour. Bon, on en voit aussi dans la boxe. Là, je crois que même quand la personne est à terre, certains donnent encore des coups. Je ne sais pas si c'est autorisé, parce qu'on voit quand même que l'arbitre veille. C'est en ce sens où c'est quand même... Il y a des règles. Il y a des règles où vraiment c'est dès quand ça va au sol, quand l'adversaire est en difficulté, l'arbitre intervient à ce moment-là. Si l'adversaire ne répond pas au-delà de 3 à 5 secondes, donc l'arbitre il intervient. Donc voilà, même s'il est conscient qu'il a les mains sur le visage, s'il prend des coups et qu'il ne répond pas, au bout de 5 secondes, il intervient, il arrête le combat. Donc ça va jusqu'au KO. Mais je le répète encore, il y a des règles et on est préparé pour. Donc il y a plusieurs phases de travail pour rentrer dans une cage au niveau professionnel. Donc il y a le combat qu'il faut maîtriser, le combat debout, la mise au sol, le striking au sol. Donc il y a tout un tas de trucs qu'on voit avec nos athlètes pour pas justement se retrouver dans certaines difficultés. Et c'est pour ça que c'était interdit, c'était pour éviter les chaos les plus violents, pour limiter cette violence en fait. Oui, c'était interdit parce que aussi il n'y avait pas il fallait que ça soit structuré correctement. Il fallait une vraie fédération qui accueille le MMA en France. Parce que, on parlait des UFC, donc les... UFC, c'est... avec l'accent, encore une fois, les Ultimate Fighting Championship. Fighting Championship, ouais, c'est ça. Donc c'était pas assez réglementé. L'UFC, aujourd'hui, c'est l'organisation la plus parfaite, la plus carrée. Donc quand on est champion à l'UFC, c'est le summum. C'est la Champions League du MMA. Donc c'est le rêve de tout le monde de rentrer à l'UFC, parce que déjà, il y a de l'argent, il y a aussi une grosse renommée, c'est médiatique. Et puis voilà. L'UFC, en fait, il a propulsé les arts martiaux, les sports de combat vraiment au sommet.
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça prend une place importante, ça fait même beaucoup d'ombre à la boxe et ça fait de l'ombre à pas mal de disciplines. Donc la fédération, c'est laquelle quand on veut pratiquer Il y a une fédération française, hein, c'est la FMMAF, donc qui a récupéré, qui a pris le MMA en France. Donc c'est la boxe anglaise, hein, donc la boxe anglaise qui a récupéré le MMA en France. Donc parce que le temps qu'en fait que ça s'organise correctement autour. D'accord. Parce que là, c'est encore en plein développement en France. Donc, et alors pour pratiquer les MMA, est-ce qu'il faut avoir pratiqué le judo, le jiu-jitsu, la boxe est-ce que ça s'apprend? On apprend aussi les bases de la MMA. Le MMA est ouvert à tout le monde, hein. Déjà, nous, Kingdom Fighting, le MMA est ouvert en fait pour monsieur et madame tout le monde, pour les jeunes, moins jeunes, pour tout le monde. Il suffit juste de venir chez nous pour voir un peu comment ça se passe. Donc c'est vrai que c'est complet, mais on a des débutants. On peut commencer de la base zéro. Après, pour ceux qui veulent s'exprimer chez nous, ils peuvent venir aussi parce qu'on fait du pro aussi. On vient s'exprimer? Est-ce qu'on vient aussi pour se défendre? Est-ce qu'on vient... Quelle est la motivation des mamans ou des papas qui inscrivent aussi leurs enfants? Est-ce qu'on peut commencer petit, hein, déjà, on vient pour perdre du poids, hein, et beaucoup de monde qui vient pour perdre du poids. Hein, parce que, vous savez, on vient pour perdre du poids, on vient justement aussi pour transpirer, pour avoir aussi la forme. On n'est pas là forcément pour donner des coups, mais vraiment aussi avoir une confiance en soi. C'est le fait de travailler, de pousser son corps, son physique à fond, se dépasser, c'est important aussi. Hein. C'est déjà, on gagne mentalement. Et puis voilà. Nous, ce qu'on fait chez nous, c'est qu'en fait, on prépare nos adhérents, à l'extérieur comme à l'intérieur, mentalement. De leur dire, voilà, si on arrive quand même à se dépasser physiquement, on peut quand même avoir une attitude avec plus d'assurance et tout ça. Donc, et de contrôle. Voilà. C'est ce qu'on apprend aussi. Alors, pousser la porte Kingdom Fighting, c'est assez nouveau. C'est nouveau. Et oui, voilà, c'est nouveau. On rappelle que les MMA sont autorisés depuis janvier 2020, soit juste avant le confinement. Donc le confinement, on sait, a entraîné un grand boom des arts martiaux, de la boxe également, puisque certains qui s'étaient retrouvés contraints entre quatre murs ont voulu justement aller se défouler. Est-ce que vous avez profité aussi finalement de cette tendance-là, et est-ce que vous avez ouvert vraiment vos portes à toutes ces personnes qui avaient vraiment besoin de se défouler après ce confinement? Ouais, enfin, c'est vrai, le confinement, ça a été très très dur. Hein. Nous, on a perdu pas mal de boxeurs parce qu'ils ont pris du poids, ils ont perdu la motivation, tout ça. Mais on est quand même resté actifs sur les réseaux où on a fait des programmes pour pouvoir continuer à les entraîner chez eux. Parce qu'à un moment, voilà, personne ne sort de la maison, on se retrouve cloîtré entre quatre murs, c'est pas évident. Mais après ça, c'est vrai qu'il y a eu une vraie poussée de sport. Enfin, ça motivait les gens à faire du sport, de sortir, de se motiver plus. Enfin, c'est une motivation en plus. Et les jeunes, vous êtes allés les chercher justement à cette occasion-là? Oui et non. Parce qu'en fait, nous, on fait un travail depuis une quinzaine d'années. Ça fait partie de votre vocation, ça. Voilà, ça fait partie. Et puis, on est resté quand même assez actifs sur les réseaux pour informer, pour dire, voilà, on est là, qu'on continue, en fait, par des petites phrases à motiver, tout ça. Les réseaux, mine de rien, c'est quelque chose qui alimente. Mais il faut aussi s'en servir dans le sens positif. Hein. Donc nous, on s'est servi des réseaux pour, justement, garder notre lien avec les jeunes et puis les informer sur les reprises et tout ça. Nous, on travaille depuis à peu près une vingtaine d'années sur les quartiers sensibles, hein, comme Mistral. On est toujours sur Mistral. Oui. On a 80 jeunes qui s'entraînent sur Mistral. Et aussi, on travaille aussi aujourd'hui au centre-ville. La ville de Grenoble nous a permis d'avoir un lieu pour pouvoir nous exprimer. Et puis, en fait, on a pu rassembler les jeunes. En fait, ils viennent par eux-mêmes parce qu'on passe des messages positifs. Et puis, on est là depuis... je pense que aussi le temps fait son travail. Hein. Quand on est connu et quand on met une dynamique continue, ça suit. Ça suit derrière. Avec la team Miaoui. Avec la team Miaoui, exact. Voilà. On peut être pro et amateur. On peut être pro et amateur. Et ni amateur ni pro, juste en loisir. Loisir. Donc aujourd'hui, on a 30% de femmes donc, dans nos clubs. On prend en des a enfants, vu là sur des enfants.
on sait qu'il manque énormément d'activités pour les bébés. Pour les bébés, on appelle ça les bébés luttes, bébé box. Donc, on a mis une activité en place. C'est à quel âge 4-6 ans. Donc 4-6 ans, donc ça reste sur l'éveil. C'est l'éveil, c'est le sport par le jeu, par des couleurs. Donc c'est voilà. On a un coach qu'on appelle Balou maintenant. Donc on a une vingtaine d'enfants, de bébés comme ça. Voilà, en fait, le sport, le MMA, on fait passer un message positif par le biais du sport, des sports de combat. C'est pas que de la violence. Et ce qu'on veut, en fait, au Kingdom Fighting, c'est que n'importe qui, n'importe quelle personne puisse ouvrir la porte et rentrer chez nous pour se dépenser, ne serait-ce pour prendre sa confiance en soi et transpirer. Donc, pas seulement venir taper ou voilà. C'est pas seulement un sport de... Voilà. Et vous l'avez bien démontré aussi. C'est une bien belle action, en tout cas, que vous exécutez vraiment chaque jour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Serge a tout écouté parce que vous aimez bien ça. Moi, j'aime bien. Puis un sport de combat, comme son nom l'indique, c'est un combat. Parce que sinon, si on veut dans un sport de combat sans donner de coups de poing, alors c'est un sport de je sais pas quoi. Des KO, il y a des KO dans la boxe anglaise normale, des KO qui sont terribles également. Il peut y avoir du sang aussi. Enfin, un combat, c'est un combat. Donc, effectivement. En fait, d'autant plus, c'est que dans la boxe anglaise, c'est encore plus violent que le MMA. Parce que 80%, les coups sont concentrés sur la tête. Oui, absolument. Donc, absolument. Voilà. Ben, en tout cas, il y en a un qui va nous mettre KO. C'est notre invité, notre troisième invité. C'est vous, Gérard Tampia. Et bravo l'artiste. C'est un jeu de mots, mais vous allez comprendre tout de suite. Alors, d'abord, Gérard, d'accord, vous appelez Tampia, DJ Absolument. Violoniste. Oui. Alors, je trouve ça très réducteur, car effectivement, vous êtes Gérard Tampia Bonda, donc un très grand violoniste. Vous êtes réputé partout en France, également dans le monde, que vous avez parcouru avec plein de cordes à votre archet. D'abord, c'était le classique. D'abord le classique, oui. Exactement. J'ai commencé, comme souvent, mon papa, musicien, souhaitait que je fasse un instrument, donc j'ai choisi le violon. Qu'est-ce qu'il faisait, votre papa ? Saxophoniste, saxophone et guitare. Et il vous a laissé choisir ? Voilà. Ouais, il m'a laissé choisir et c'est tout à fait par hasard, en fait. J'ai vu Christian Ferras qui jouait du violon à la télévision, concerto de Brahms. Voilà, il était prof au CNSM de Paris, encore rue de Brésil à l'époque. Et puis, je sais pas, le son m'a fasciné. Il y a quelque chose qui m'a vraiment plu. J'ai décidé d'en faire mon métier. Et l'objet aussi, ça fascine aussi beaucoup les enfants. Ouais, donc vous avez commencé tout petit, on a fouillé dans les archives. Donc là, on vous voit avec un luthier absolument mythique. Oui, c'est vrai. J'ai de Lucien Schmitt, en fait. Il m'a donné mon premier violon. Ici, c'est à la salle Messiaen, Ivry-Guitlis, mesdames et messieurs. Voilà. Ah ouais. Donc, que vous avez rencontré très jeune, en fait, votre talent, c'est vraiment emballé. Vous étiez vraiment tombé amoureux de cet instrument au point de vous perfectionner très tôt, très jeune. Ah oui, très très jeune. Avec Ivry, là, j'avais 12 ans, oui. 12 ans, quelque chose comme ça, quand je l'ai rencontré, oui. Et par la suite, donc, vous êtes rentré au conservatoire. D'abord à Grenoble. Après le conservatoire, moi, je ne suis pas resté beaucoup à Grenoble. Oui. J'étais à Lyon. C'était les premiers pas, c'est ce qu'on a vu ici. Et... Après, j'ai tout de suite rentré au CNSM, en fait, à Paris-Lyon. Et puis surtout, j'ai rencontré les Russes, justement, à ce moment-là, qui m'ont quand même énormément aidé. Et puis, ça a vraiment changé ma vie. Donc, j'ai commencé mes premiers concours internationaux. J'en ai gagné quelques-uns. Donc, j'ai voyagé beaucoup. Un peu dans le monde entier, donc je suis allé partout, en Russie, Japon, États-Unis, toute l'Europe. Pas mal bougé. Il était tout le temps dans le Dauphiné, on en était très, très fiers aussi, puisque vraiment très tôt, vous aviez été un prodige, donc on est dans les années 80. Ouais, on ne dirait pas comme ça, mais... donc, 80, 84, 83, ouais. Voilà, donc instrumentiste, interprète, vraiment, qui vous a donc fait parcourir le monde avec les plus grands orchestres symphoniques. Donc on parlait de la Russie, vous avez beaucoup voyagé aussi, au Japon notamment. Au Japon, après j'ai travaillé avec des très grands musiciens comme Spivakov quand j'étais en Russie, ou Whitnikov, ou le Quatuor Borodine, qui était vraiment un quatuor extraordinaire. Voilà, donc j'ai eu la chance de travailler et de jouer avec eux aussi, d'ailleurs, plus tard, évidemment. Et puis oui, donc beaucoup de tournées et beaucoup de rencontres aussi extraordinaires avec beaucoup d'artistes différents et effectivement des orchestres également, oui. Et un artiste qui vous a particulièrement marqué, une rencontre, c'est Jacques Higelin. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Pourquoi il a changé le cours de votre carrière ?
Alors, pour plein de raisons. La première, c'est que c'est le concert que j'ai fait avec lui, qui était aux Vieilles Charrues. Donc moi, à l'époque, je l'ai rencontré, j'avais 20 ans. Donc à l'époque, je faisais des grandes salles de concert, mais dans les salles classiques, en général, c'est entre 500 et 1500, 3000 pour les plus grandes, quoi. C'est pas, voilà. Et j'étais arrivé, ce qu'on appelle en backstage, donc derrière la scène. Donc il y avait personne à ce moment-là. Et quand j'ai monté les petites marches d'escalier, je me souviens toujours, en arrivant en haut, j'ai vu 90 000 personnes en face de moi. C'était vraiment la première fois. Et en fait, le début du show, je commençais tout seul au violon. Puis d'entendre cette résonance qui était un son incroyable. C'était un chant énorme, et d'entendre cette résonance comme ça, c'était vraiment incroyable. Donc ça m'a fasciné. Bon, première chose, quand on vit ça, déjà, c'est quand même à 20 ans, c'est pas mal. Et c'est assez impressionnant. Et puis surtout, la deuxième chose, c'est que Jacques, un jour, me dit, mais est-ce que tu n'as pas envie d'aller un peu plus loin, dépasser un peu le côté classique des choses et de chercher de nouvelles sonorités, d'essayer de transcender un peu ce côté classique que tu as et d'essayer d'aller plus loin. Du coup, je lui dis, mais pourquoi pas, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça marche, à quoi tu penses? Et il m'a présenté Grappelli, puis Didier Locoute surtout. Stéphane Grappelli. Donc voilà, et qui m'a vraiment, lui, appris, qui m'a montré les pédales, les différentes choses, tout ce qu'on pouvait faire au niveau des sonorités. Donc de là, j'ai foncé dans les magasins de musique à Paris, je suis allé dans l'auditorium et j'ai essayé tout ce qu'on pouvait essayer pour vraiment changer le son du violon. Et ça a été vraiment révolutionnaire. C'est vraiment grâce à lui qu'a vraiment découlé tout le parcours que j'ai fait derrière. On l'écoute? Oui. On va l'écouter, mais avec vous, bien sûr, Jacques Higelin. Les ombres lacées échangent un long baiser. Il s'éclate lui aussi. Jacques Ah Higelin, oui, ça c'est sûr. Ouais. Avec un personnage extraordinaire. Ouais. Et puis il y en a eu beaucoup d'autres ensuite. Donc il a été l'étincelle. Et par la suite, vous avez écumé toutes les salles de France, d'Europe. Est-ce qu'on peut tous les citer? Alors on a notamment Mathieu Chédid qui vous branche bien aussi. Il est plutôt marrant. Il est très très sympa avec vous. Mais alors qu'est-ce que c'est beau ce que vous avez fait ensemble? Vous êtes rencontrés plusieurs fois? Alors oui, on a joué. Alors c'était un grand fan de Brigitte Fontaine. Comme j'ai joué beaucoup avec Brigitte Fontaine, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et puis oui, mais là c'était tout à fait. C'était un moment assez marrant en fait. C'était au Palais de Tokyo à Paris. Mais comme ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, et comme il adore faire ça, moi aussi, on s'est dit, tiens, on part sur une impro. Donc on a fait vraiment 12 minutes, on ne savait absolument pas ce qu'on allait faire, du tout. Et puis ça a bien duré. On peut les voir sur une grande chaîne sur une grande chaîne YouTube, pour ne pas la citer. Brigitte Fontaine, elle est là, voilà, bien Brigitte sûr. Fontaine. Voilà, avec son excentricité qui est absolument délicieuse d'ailleurs. C'est à voir. Oui. Et vous êtes encore... Oui, si, vous avez une bonne... Là, on est dans les années 2000, là, peut-être fin des années 2000. Oui, tout à fait. Et puis Trio. Ouais. Ça, c'est les 20 ans de Trio. Ça, c'était les 10 ans de Trio. Les 10 ans, les 10 ans, oui. C'est les 10 ans, c'était à... Avec un super spectacle. C'était à Bercy, non, au Zénith, je crois que c'était au Zénith. Oui, c'est ça. C'est au Zénith avec un super spectacle. Il y avait c'est un cirque, c'était assez prodigieux. Et Trio, bien sûr, qui était là. Est-ce qu'on peut tous les citer? Sting aussi, oui. Ouais, Sting, ouais. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait pour lui? La chose qui était... la plus sympa, je pense, c'était de réécrire Ne me quitte pas, qui chantait en français, donc pour Fred qui était avec moi là au violoncelle, piano et violon. Voilà. Incroyable. Et puis, dites-moi si je me trompe, mais Césaria Evora, George Benson. Ouais, George Benson. Bachung aussi a compté beaucoup pour moi. Ça, j'ai vraiment, j'ai écrit, parce que j'ai écrit aussi beaucoup de musique pour tous ces gens-là, parce que je suis compositeur aussi. Je ne suis pas qu'interprète, donc j'ai fait beaucoup d'arrangements et beaucoup de compositions. Le dernier que j'avais fait, enfin pas le dernier, mais c'était Indochine. Ça, c'était important parce que c'était pour orchestre symphonique. Ah oui, c'était pas juste les accompagner. Vous avez beaucoup compté aussi pour Indochine. Ouais. Là, j'ai vraiment réécrit les 13 plus grands titres de leur carrière, ce que m'a demandé Nicolas Serkis, que je suis allé diriger à Hanoï au Vietnam. On était 100, j'avais 105, 107 musiciens quand même. Il faut revenir avec les images de ça. Absolument, mais ça on les a par contre. Et voilà, pour notre tome 2, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire avec vous qui revenez donc ici à Grenoble. Absolument. Et votre autre passion, c'était le mix. Donc comment mixer la passion des platines et du violon, comme ça. Et là, vous vous régalez. C'était votre objectif? Ah ouais, oui, j'adore.
Voilà, en plus, c'est un peu particulier, mais c'est vrai que c'est... Ouais, on fait la fête, on fait de l'animation, voilà, les gens. Mais bon, en même temps, on peut pas beaucoup se parler parce qu'on fait que vous écouter, en fait. Il y a toujours tout un attroupement autour de vous. Et voilà, on écoute et on regarde avec, avec les yeux grands ouverts. Ouais, non, c'est vrai que j'adore le mix de la musique avec le violon. Souvent, il y a souvent un DJ et un instrumentiste ou un chanteur, mais c'est très rare qu'on puisse faire les deux. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'avais envie de développer. Et c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, je pense, à le faire aujourd'hui. Et ce violon, il est particulier, hein? Oui, c'est Olivier Pont qui m'a fabriqué ce violon spécialement pour moi. Je l'ai maintenant depuis, ça doit bien faire une vingtaine d'années déjà, je pense, ouais, à peu près. D'ailleurs, on va vous écouter dans un petit instant, le temps de saluer déjà votre père qui continue, hein, puisqu'il est donc musicien. Absolument. Il continue à organiser des concours de chant. Oui. Vous y avez participé notamment ces derniers jours. Vous repartez en tournée, qu'est-ce que vous faites? Là, on était effectivement dans la salle Agora, justement. On a fait le concours, ça s'est terminé dimanche, donc voilà. Et puis, non, en ce moment, repartir, oui, bien sûr. J'ai fait tout mon été à Saint-Tropez, donc ça, c'était assez sympa. Et puis, là, je travaille pas mal avec les ambassadeurs des Alpes, voilà, qui font quand même beaucoup d'événements très sympas. Donc, et puis, j'ai envie d'être un peu à nouveau, parce que j'ai passé ma vie j'étais basé à Paris et puis j'ai beaucoup voyagé, mais je suis quand même de Grenoble. Je suis très content d'être venu à Grenoble. J'aime cette ville, c'est ma ville. Et donc, faire plaisir comme ça. Exactement. Et là, cet hiver, c'est prévu un peu la montagne et de bouger un peu dans les différentes stations de ski, etc. Voilà. On a plein de très très beaux projets. Voilà, vous faire plaisir. Exactement. Eh ben merci, on va vous écouter tout de suite. C'est chouette, hein? C'est plus que chouette, la musique fait partie de ma vie également. Surtout quand c'est grenoblois. Là, on a 3 ambassadeurs, comme on le disait, 3 ambassadeurs des Alpes de très très haut niveau. Merci vraiment à vous tous. Serge Papagali, une super tournée avec les mots de rue et bien d'autres projets encore. Asdine Miaoui, continuez comme ça, ça c'est bien, c'est fort. Et on vous écoute tout de suite, Gérard Tampiabonda, et vous, à très vite.
L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.